toute façon. Voilà, on est en train d'apparaître. Eh bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live dédié à l'open source, au logiciel libre et au coronavirus. Un mélange de circonstances en ces temps de confinement. On tient à saluer dès à présent nos petits amis de la Maison des Arts et Métiers qui proposent le concours danse à la Cité avec de magnifiques vidéos. Hier soir ont été publiées donc les premières vidéos du concours avec les arts et métiers qui ouvraient le bal normal et avec le collège néerlandais. Donc c'est assez incroyable. Ce soir on est avec Pierre. Pierre, Bonsoir, bonsoir. bonjour. Bonjour. Résident de quoi, troisième année déjà? Quatrième, on va dire, mais Quatrième année, très bien. Résidence Garrick, Maison de l'Inde, deux identités en un seul homme, c'est incroyable. c'est ça, exactement. Mais présentement, oui, à la Maison de l'Inde. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis en deuxième année de doctorat à l'université Paris Diderot, qui s'appelle maintenant l'université de Paris, et j'étudie là-bas je fais de la bioinformatique. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ne vous Ah, inquiétez ça pas. semble un peu d'actualité tout ça. Voilà, vous avez des t-shirts, on aime le Covid-19? Pas encore, pas encore, non. Très bien. Donc ce soir, on se retrouve pour parler effectivement voilà, en ces temps difficiles et de confinement et de lutte aussi contre une maladie, des solutions open source qui, mine de rien, se sont implantées dans l'écosystème informatique. Alors c'est pas nouveau, hein, voilà, on va voir que les solutions open source sont bien implantées depuis des années, même si on les voit pas tout de suite sous nos yeux, et se tournent derrière souvent beaucoup de technologies que nous utilisons au quotidien, en particulier des solutions open source et libres, mais ça aussi, on va y revenir. Et donc, on vous propose un petit tour d'horizon avec un certain nombre de thématiques différentes on a détaillées. Ce live se fait dans un cadre d'un projet porté par Pierre également sur le campus qui s'appelle Cité Libre. Donc voilà, il y a eu quelques projections de films, il y a eu une ou deux conférences, je sais plus exactement. Voilà, on a parlé de ces sujets. Et vous retrouverez à la fin du live un magnifique billet sur le site qu'on vous mettra en description dans les commentaires avec l'ensemble des sources voilà, dont on va parler. Et puis il y aura un petit bonus, voilà, en fin de live, vous allez voir un bonus culture. Surprise, surprise. Alors Pierre, je te propose qu'on commence par le début. Voilà, on va parler des débuts du logiciel libre dans un premier temps, et en particulier d'un monsieur qui est un peu le gourou des jeunes, le gourou de la plèbe, et qui s'appelle Richard Stallman. Si je fais un petit point historique, faut imaginer que l'informatique, voilà, que nous n'avons pas connu, toi et moi, voilà, c'était des ordinateurs qui étaient immenses, des ordinateurs qui faisaient des salles entières, et finalement le logiciel était assez marginal dans l'économie du prix, dans l'économie de l'informatique. Ce qui avait une valeur, c'était essentiellement la machine. La machine valait des milliers, voire des millions d'euros. Et quand l'informatique a commencé à se démocratiser à la fin des années 70, début des années 80, le logiciel a pris de plus en plus d'importance, et c'est là qu'intervient la magnifique anecdote que notre ami Richard Stallman nous raconte. Voilà, alors attention, petit effet incroyable sur le live. Richard va être parmi nous dans Oh, quelques c'est beau. instants. Voilà, Le gourou. le gourou. Richard Stallman, il doit avoir une vingtaine, ouais, 20, 25, 30 ans à l'époque, je crois. Il travaille déjà au MIT, Massachusetts Institute, donc aux États-Unis, laboratoire de référence. Des laboratoires qui ont quand même pas mal de moyens. Et puis, il se retrouve avec une imprimante de la marque Xerox. Donc, Xerox, c'est vrai que c'est une marque qui a un petit peu disparu du paysage, bien qu'elle soit encore dans un certain nombre d'entreprises. Mais c'est vraiment une des entreprises phares de l'informatique du début, de Palo Alto, qui était le lieu un peu d'effervescence des hippies et voilà, d'informatique. On leur doit par exemple de magnifiques inventions hein, à Xerox, comme la souris. Voilà, les dirigeants de Xerox n'avaient pas du tout vu l'intérêt de la souris. Et c'est Steve Jobs qui est passé un jour dans leur bureau et qui a piqué l'idée, par exemple, comme quoi voilà, les bons commerciaux savent faire de beaux produits aussi.
Euh, donc notre ami Richard est dans son labo, il a une magnifique imprimante et il y a du bourrage papier, ça arrive encore aujourd'hui. Voilà, nulle imprimante n'est parfaite. Et à l'époque, il était de coutume d'appeler soit le constructeur ou soit de regarder directement le code source, donc la recette qui permet de produire le code informatique, qui permet de donner vie finalement à la machine pour y intégrer des petites modifications. Et lui, il voulait avoir une petite notification parce que visiblement, l'imprimante était loin de lui, il avait un peu la flemme de marcher. Et donc, il appelle les amis de Xerox pour pouvoir modifier un peu le code, pour pouvoir faire une petite notification pour être au courant quand la machine ne marche plus. Et là, les petits amis de Xerox lui disent, bah désolé mon gars, mais le code il est fermé et tu vas rien voir. Et c'était pas du tout, d'une part dans la culture du monde informatique de l'époque, et encore moins dans la culture universitaire. La culture universitaire, c'est quand même, on part du partage, on s'inspire des sources de notes pour nous-mêmes sans les réutiliser, les modifier et créer de la connaissance. Donc il est un petit peu énervé et de là il va créer quelque chose qui va avoir un impact modéré au début mais qui va prendre une place de plus en plus importante dans l'écosystème informatique. C'est la licence GNU, voilà, qui est un peu qui est le premier code d'utilisation libre d'un logiciel. C'est vrai que dans l'esprit, ce qui est particulier avec le logiciel, contrairement à un bien physique que l'on achète, c'est qu'on acquiert seulement un droit d'utilisation. Le logiciel, il nous appartient normalement dans le marché marchand, si je peux dire ainsi. Le logiciel ne nous appartient pas. On acquiert un droit d'usage, même si on a acheté la jolie boîte avec le joli CD dans une bonne Fnac. Voilà, la France des années 90, bonjour. Euh, C'est plus le et cas du maintenant coup, avec le dématérialisé, oui, c'est sûr. voilà, ouais, ça marche moins, on se fait vieux. Et donc, bah, Richard va poser les bases d'un contrat juridique qui permet de libérer l'exploitation du logiciel au travers de 4 libertés, Pierre. Quelles sont ces 4 magnifiques libertés? Eh ben, ça tombe très bien que tu me demandes, Tanguy. Puisque, non, mais tout à fait sérieusement, ces quatre libertés sont vraiment les valeurs fondatrices, on va dire, du logiciel libre et qui définissent toute la philosophie qu'il y a derrière. La première étant, bien sûr, la liberté d'utiliser le logiciel. Alors, euh, si on veut, comme on a eu l'exemple avec Richard Stallman, si on ne peut pas utiliser bien sûr le logiciel, c'est un premier frein pour, pour, pour notre liberté. Une deuxième liberté qui est importante, qui est fondamentale, c'est la liberté de copier le logiciel, d'en faire une, des copies. Oui, attends, oui, c'est bien ça. Oui, oui. La troisième étant, et je pense que c'est celle-là la plus importante, la liberté d'étudier le fonctionnement du logiciel. Donc, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. On peut voir le logiciel, il y a une analogie qui est souvent faite, c'est celle d'une recette de cuisine. Donc, un logiciel, c'est une suite d'opérations, comme on pourrait dire ajouter la farine, mélanger, faire cuire à telle température, etc. Et on a cette liberté grâce au logiciel libre qui est de pouvoir regarder, non pas la recette de cuisine, mais le code, donc toutes les instructions informatiques qui détaillent le fonctionnement à proprement parler du logiciel. Et quand je dis que c'est le point essentiel, c'est parce que c'est la seule garantie, la seule possibilité qu'on a de pouvoir s'assurer que le logiciel fonctionne comme on s'attend à ce qu'il fonctionne. C'est-à-dire que ça implique derrière euh, qu'on est sûr qu'il n'y a pas, par exemple, de fonctionnalités malveillantes, ce qu'on appelle des backdoors, des portes dérobées qui pourraient par exemple entraîner la fuite de certaines informations personnelles vers chez le propriétaire ou peu importe. Donc voilà, donc ça c'est la liberté qui est la plus importante à enfin oui, en général. La dernière étant celle de pouvoir redistribuer euh, les, euh, les copies et les modifications qu'on aurait apportées. On prend notre logiciel, on a trouvé une petite fonctionnalité en plus qui est sympathique, euh, ou par exemple, si vous voulez me dire, mais moi je ne sais pas coder, peu importe, ça peut être de la documentation par exemple, ou quelque chose comme ça, et l'autorisation de venir redistribuer une copie
à son voisin, à sa famille, etc. Donc voilà, donc ça c'est les 4 libertés qui sont utilisation, copie, étude et redistribution, bien sûr. C'est vrai que ce qui est intéressant, et pour les gens peut-être qui sont un petit peu plus novices sur ces thématiques, c'est vrai qu'il y a des gens finalement qui vont se retrouver soit par passion à développer des morceaux de logiciels ou des logiciels entiers que d'autres vont utiliser gratuitement et qui vont pouvoir même reprendre, intégrer dans des produits commerciaux et tout ça, voilà, bénévolement, gratuitement. Et à l'inverse aussi, on va avoir des groupes industriels énormes qui vont se mettre à payer des gens pour créer des logiciels ouverts, pour créer des standards informatiques du marché. C'est vrai qu'on parle beaucoup, par exemple, de Linux. Linux, voilà, longtemps, c'est resté quelque chose d'assez ésotérique et d'assez marginal. Et finalement, ça a pris une place énorme dans l'écosystème informatique, à tel point que des gens comme Google, Microsoft, IBM et tant d'autres payent des développeurs toute l'année pour produire du code pour ce système d'exploitation en particulier, afin de s'assurer d'avoir un standard du marché de qualité, fonctionnel et qui aspire voilà, à pas mal d'attentes. Votre Linux, par exemple, c'est une grande partie des serveurs web aujourd'hui. Linux, c'est votre téléphone Android. Linux, alors pas tout à fait, mais en tout cas FreeBSD, qui est un autre logiciel, c'est un autre système d'exploitation, c'est tout l'écosystème Apple. Donc on voit que ça a pris une importance forte. Sur Internet, WordPress, qui est un moteur à l'origine de blog, c'est 25-30% des sites Internet dans le monde. Dans le top 5-10 des logiciels pour faire des sites Internet, on va trouver Drupal, on va trouver Joomla, donc WordPress, et d'autres qui sont tous sous des licences libres. Donc c'est finalement une philosophie qui peut paraître un peu hippie à l'origine, mais qui a pris vraiment une place très très forte voilà, sur le marché international. On parle de logiciels, mais il n'y a pas que du logiciel, évidemment. On va trouver de la musique, on va trouver des photos, on va trouver des contenus. Donc tout est publiable sous des licences qui permettent à la fois de redistribuer si on a envie, de modifier. Et c'est vrai que sans cette ère de confinement et de Covid, on voit que un certain nombre d'opérateurs, même étatiques, se sont mis dessus. Alors c'est vrai qu'on peut prendre en premier exemple le gouvernement français avec data.gouv.fr qui depuis quelques années déjà est dans une démarche, alors sur certains domaines, hein, nous enflammons pas non plus, mais d'ouvrir un certain nombre de jeux de données anonymisés. Et donc c'est vrai que tous les chiffres laconiques que l'on voit dans les médias tous les soirs, le nombre malheureusement de décès, de nouvelles personnes infectées, mais également aussi de rémissions ou de gens qui occupent voilà les services de réanimation. Eh bien voilà, l'État français propose un jeu de données ouvert que tout à chacun, bon s'il s'en donne un petit peu le mal aussi parce que c'est un petit peu violent au début hein, quand on n'est pas spécialisé dans le chiffre et l'analyse de données, de se confronter au jeu de données, parce que c'est vrai que le petit JSON il est sympa à ouvrir. Voilà. On vous met le lien en description pour celles et ceux que ça intéresse. Oui, tout à fait. Ça répond à une philosophie derrière qui est celle de l'open data, qui a tendance à se développer un petit peu. Et puis, l'État français montre le bon exemple. Et ça c'est une... Aujourd'hui, on a un exemple qui est concret avec l'histoire du Covid-19 et de ces données, mais il y a aussi tout un tas de catégories, si vous allez voir sur le site, dans toutes les, que ce soit de l'agriculture, culture, éducation, santé, etc. Ça regroupe toutes les thématiques possibles et imaginables et ça permet aux gens de pouvoir s'amuser un petit peu avec ces chiffres et les travailler et en ressortir des données intéressantes. Et c'est vrai que dans cette voilà, bon, on a par exemple un acteur étatique qui ouvre ses données, on a également voilà des laboratoires. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que tu connais mieux au quotidien en tant que doctorant en biologie. C'est vrai que ça fait partie des sujets. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que, alors bien sûr, il y a des équipements très chers avec des systèmes ultra privatifs, privateurs comme on dit, plutôt dans les laboratoires. Mais aussi, on peut imaginer que dans les laboratoires, il y a un certain nombre
voilà, de briques de logiciels libres qui tournent au quotidien. Déjà, peut-être que sans parler de la situation actuelle, tu as déjà peut-être vu des choses comme ça, voilà, dans tes pratiques du quotidien. C'est vrai que oui, dans le monde du laboratoire, on aime bien, de manière générale, tout ce qui est outils gratuits, on va dire. Je Ah, pense que c'est la porte d'entrée indirecte et malheureusement, ils sont souvent définis comme ça, comme gratuits et non pas comme libres, ce qui est une différence fondamentale, puisque un logiciel gratuit peut très bien être ce qu'on appelle un freeware, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de l'utiliser, mais on ne sait pas comment il fonctionne derrière. Donc c'est absolument en totale différence de fonctionnement avec un logiciel libre. Et oui. c'est vrai que dans ma jeunesse, j'avais des CD, voilà, et les magazines vendaient des CD où nous recevions par pelleté, merci l'écologie des CD qui étaient remplis de freeware ou de shareware, voilà, des formats de logiciels qui ont un petit peu finalement disparu, quoique pas tant que ça, enfin bon, ça perdure, mais c'est vrai que c'était un peu le premier modèle de logiciel gratuit, c'était du freeware, donc un logiciel privateur, mais distribué gratuitement. C'est vrai que le logiciel finalement libre a souvent supplanté ce modèle pour quand même une sacrée plus grande transparence dans les pratiques. Ouais, pour revenir au laboratoire, c'est vrai qu'il y a peut-être des exemples concrets qui sont. Alors là, ça touche un secteur particulier, mais des langages de programmation, par exemple. On a Python, R, c'est les premiers auxquels je pense qui sont les plus démocratisés et qui sont au fur et à mesure. Je parle notamment pour R, ça pourrait être le cas pour LaTeX aussi, qui permet de mettre en forme des documents avec une typographie impeccable. Et non pas Euh, latex pour les LaTeX, non-initiés. LaTeX, et oui. Et donc tout ça, c'est la richesse, c'est que chacun, pour ses usages personnels, va développer par exemple un petit morceau de code qui va répondre à un de ses besoins, et la personne après repartage ses fonctions pour, pour rajouter des petites briques de logiciels que chacun va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment couramment utilisées au-delà du logiciel qui nous permet de faire plein de choses au départ naturellement, on va dire. Et du coup, toi, voilà, l'attaque c'est quelque chose que tu vas peut-être utiliser au quotidien. Peut-être que des briques de Linux, voilà, des scripts en Python, tout ça, ça fait partie du quotidien de tes recherches. Euh, oui, c'est vrai. C'est bon. Après, moi, je fais pas énormément de développement à proprement parler. C'est juste des petits morceaux de code par-ci par-là pour des usages bien spécifiques. Donc, J'ai pu voir aussi certains enseignants utiliser pas mal donc Git, donc un dépôt de versionning et de gestion de documents. Mais voilà, alors il y a GitHub qui était la machine phare du monde Git pendant des années depuis que ça a été racheté par Microsoft il y a 1 ou 2 ans. C'est vrai que ça a un peu perdu de sa superbe en tout cas. Et GitLab a pris un peu la relève en tant que porteur de projets libres. Mais c'est vrai que je vois que ça semble être pas mal utilisé aussi dans le monde du laboratoire. Mais oui, peut-être tout à fait. Et différent. c'est facilité en fait par la possibilité à chacun d'installer une propre instance sur son serveur. Et il y a même dans des petites structures, il y a souvent possibilité d'avoir accès à ces ressources qui sont installés en local et donc qui fonctionnent pour les besoins de l'équipe. C'est le cas par exemple dans mon laboratoire, que ce soit pour Git ou alors pour OnCloud. Ça aurait pu être Nextcloud aussi, qui est une sorte enfin, qui est un nuage euh, dans lequel on peut retrouver plein notamment du stockage de fichiers, mais ça peut être aussi pour des agendas, pour des tâches et tout ça qui sont synchronisées et utilisables en ligne, mais encore une fois, avec la possibilité de les installer sur le serveur du laboratoire, et c'est ça le point important, on va dire. Donc pour en revenir, ça, la lutte contre le Covid, c'est vrai qu'on a des projets, on va dire, voilà, open source et de plus libres qui se sont ouverts autour du monde de la science. C'est vrai qu'on peut citer Folding at Home et Rosetta at Home qui sont voilà voilà des systèmes de partage de calcul pour aider les scientifiques à calculer, j'imagine, des modèles ou des choses comme ça pour essayer de trouver des solutions contre certaines maladies. C'est ça, alors c'est un mouvement enfin, qui n'a pas attendu l'émergence du Covid-19, bien sûr, pour exister. Et ça existe non seulement dans ce cadre-là,
et dans plein d'autres domaines, que ce soit pour des calculs en mathématiques, en astrophysique, en je ne sais quoi. La recherche extraterrestre avec le SETI. C'est ça. Donc il y en a vraiment pour tous les domaines. Et l'idée, c'est de d'installer un logiciel dont le comportement, lui, c'est pas des solutions qui sont complètement libres ou open source, mais dont le comportement, lui, est bien décrit, qui consiste à faire utiliser une petite partie de la puissance de calcul de notre ordinateur pour effectuer des tâches qui sont monstrueuses en termes de calcul. Donc si on revient sur l'exemple du Covid-19, en ce moment, il y a la possibilité avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, Folding at Home, c'est pour les noms les moins anglophones, c'est le repliement à domicile, on pourrait dire. Et en quoi c'est important, là c'est là que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en introduction, où c'est exactement ce que je fais dans mes recherches. C'est l'utilisation de ce qu'on fait en bioinformatique, de simulation de repliement de protéines, ou alors que ce soit du repliement ou du comportement, on va dire, biologique de protéines qui est simulé dans un environnement donné. Et donc, on doit calculer à chaque pas de temps, on va diviser par des pas de temps extrêmement petits toutes les interactions euh, que vont avoir les protéines, chaque atome de la protéine avec son environnement. Et à la fin de ça, on peut lire, si on veut, ça fait comme un petit film, c'est très amusant, on voit les petites molécules qui bougent dans tous les sens, c'est très interactif. Et ça nous permet de comprendre comment se comporterait une protéine dans la nature, dans son environnement naturel. Alors ça reste un modèle bien sûr, mais ça apporte quand même beaucoup d'informations et c'est vraiment une technique de routine qui est incontournable maintenant euh, en termes de bioinformatique. Faudrait que tu nous envoies une petite vidéo qu'on rajoutera dans les liens, parce que c'est très joli, finalement. Oui, il y a un petit côté artistique, c'est au-delà de l'aspect scientifique, c'est Ah, très amusant à regarder. j'ai mis dans les commentaires, vous verrez, il y a un truc qui s'appelle Electric Chip. C'est du calcul de fractal partagé. Alors ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour, mais il y a quand même du calcul partagé, il y a un peu de poésie, ça fait vraiment des très jolis rendus. On avait également listé voilà, d'autres initiatives toujours autour dans la lutte contre le Covid. Une des premières luttes sûrement auprès du grand public, c'est la lutte de l'information. C'est vrai qu'on a vu énormément de vidéos, d'articles. Alors au début, voilà, on a eu le racisme, anti-asiatique. Voilà, on entend même encore que il y a que le Covid, ça vient de laboratoire P4 dans le Yuan, que ça aurait été un accident. Bon, voilà, il y a pas mal de théories aussi complotistes qui viennent. Bon, il y a le fameux débat que nous n'aurons pas ce soir sur la chloroquine et, et Hydroxychloroquine, oui. voilà. Ouais. Bon, on voit que la guerre de l'information est quelque chose de vraiment très importante voilà, dans cette période. Et il y a un modèle qui a été plébiscité, c'est celui de Wikipédia. Wikipédia, il y a 20 ans, on disait, oh là là, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, c'est un scandale, c'est pas sérieux. Bon, on voit que l'Universalis, aujourd'hui, mis à part à faire des calmeubles, ça sert plus à grand chose. Et ils ont eu un modèle avec un comité scientifique, voilà, autour des questions. Donc alors non, reprenons en arrière. Ils ont un comité scientifique autour des questions médicales et sensibles, qui en fait va faire la validation des articles et des contenus. Et donc chez Wikipédia, contrairement aux grands GAFAM qui ont eux des milliards d'euros sous la main, on a eu très rapidement une information de qualité, réutilisable, libre et construite de façon collective et collégiale. Et ça, c'est à souligner un bel exploit. C'est ça, et c'est exactement la manière dont fonctionne Wikipédia en dehors de cet exemple précis. Et c'est vrai qu'il y a souvent, je ne sais pas si certains ont vu sur des sujets d'actualité, il y a parfois ce qui arrive des guerres d'édition avec un contributeur qui va écrire une chose, un autre qui va supprimer ou remettre sa propre version des faits, etc. Et donc, il y a une organisation, grâce à ça, il y a une sorte de mode, parfois l'intervention de modérateurs, de gens de bénévoles, on va dire, oui, de Wikipédia, qui ont, eux, une possibilité de venir mettre un frein à tous ces échanges, mais tout ça est vraiment noté. Il y a un historique différent pour chaque version. Il y a des discussions, des pages de discussion qui s'ouvrent en parallèle de la page
pour discuter des points. Donc c'est vraiment en toute transparence et liberté que tout ça se construit. Alors, qu'est-ce qu'on s'est noté d'autre, Pierre? Ah, notre dada, nos amis, un peu un emblème francophone du logiciel libre, en tout cas Ah, pas que du logiciel, hein, mais voilà, des actions libres, comment dire, des projets libres. C'est nos amis de chez Framasoft qui ont connu voilà, un regain d'activité incroyable ces derniers temps. Donc, Framasoft, c'est une association débutée à l'origine par des enseignants donc autour de la culture libre et en particulier du logiciel libre. Donc c'était il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Quand ils se sont lancés, une des choses phares qui les a vraiment mis en avant, c'est de créer un annuaire du logiciel libre, qui reste sûrement encore aujourd'hui une des la référence, je pense, au moins dans le milieu francophone, voire à l'échelle mondiale. Et depuis quoi, 3-4 ans, ils se sont lancés dans une politique de dégoogliisation d'Internet, donc de montrer qu'il y avait une voie autre possible que d'utiliser les produits des GAFAM, donc Facebook, les Google Drive, les Gmail, et ainsi de suite. Et donc ils ont proposé une galaxie incroyable de services pour montrer qu'il y avait vraiment un avenir ailleurs. Et bah, tout le monde s'est rué sur les services qu'eux ils proposent. En particulier, le gouvernement a fait des liens, éducation nationale, vers des services voilà, qu'il c'est ça, il y a une propose. Donc, circulaire, oui, voilà. qui proposait pour la continuité pédagogique de dire utiliser tel outil et l'outil de vidéoconférence qui a été hébergé chez Framasoft, qui a subi un pic monstrueux de connexion bah, au début du confinement. Et l'équipe raconte un petit peu, là, si vous suivez sur son blog, comment ils ont fait face en fait à tout ça, parce qu'il faut, pour remettre les choses dans le contexte, euh, c'est les outils qu'ils hébergent. L'association ne vit que de dons et ils sont, eux, à peu près une dizaine de salariés, je ne sais plus exactement combien. À peu près, ouais. Enfin, ils ont des moyens en fait extrêmement limités. Ils se sont retrouvés avec un afflux monstrueux. Ils avaient déjà certaine notoriété et du jour au lendemain, il y a eu un grand bouleversement. Et donc, il y a eu une sorte de petite polémique, un drama autour avec l'éducation nationale qui a recommandé, qui a demandé d'utiliser ces outils-là au lieu de développer ou d'héberger, même par exemple, parce que ces propres outils, ils ont une politique, mais ça on va en parler juste après, qui est la possibilité non pas de dire, au lieu d'utiliser tous les outils Google comme c'était dans un premier temps, le dégooglisons, mais c'est utiliser, installer vos propres outils, ils donnent toutes les clés en main, parce que les logiciels, c'est pas eux qui les ont développés, ils ont juste, enfin pas toujours, ils les ont juste adaptés, installés sur leur serveur et maintenus. Et derrière, je sais plus où je voulais en venir, mais En tout cas, c'est vrai que pour le logiciel libre, il y a une première utopie. Enfin, en tout cas, moi, je la considère comme une utopie. C'est de se dire que dans les cas de liberté fondamentale, on prend un peu le parti pris que chacun est développeur, est capable de comprendre le code source d'un logiciel, de le compiler lui-même, de l'héberger si c'est un service web sur une machine, de le mettre en route, de le maintenir et de gérer la sécurité. Pour moi, c'est un petit peu une utopie. Voilà. Il y a des gens ça n'intéressera pas, il y a des gens qui n'auront pas le temps de s'intéresser pour avoir ce niveau de compétence. Chacun son métier. Un dev n'est pas un ingénieur réseau et un ingénieur système n'est pas forcément un excellent dev. Bon, donc on voit bien que Framasoft, en tout cas, montre qu'il y a un possible de le faire ailleurs. Et eux-mêmes se sont rendus compte, déjà après avoir leur première campagne de dégooglisation Internet, ils se sont dit déframatisons Internet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont devenus tellement, on va dire, un contre-pouvoir centralisé, et c'est pas du tout le but en fait de la démarche, c'est de se dire que chaque institution devrait héberger lui-même ses outils, contrôler la sécurité, la fiabilité, la confidentialité des données, et qui est finalement une mutualisation dans le développement des outils pour un bien collectif. Voilà, on appelle ça souvent d'ailleurs les communs. Voilà, un beau nom que vous retrouverez un peu dans la littérature. Et en tout cas, Framasoft a connu vraiment un pic voilà, d'activité énorme sur ces services. Un certain nombre d'institutions leur ont proposé de donner de l'argent
pour continuer à entretenir la machine et que ça devienne toujours un point encore plus centralisateur. Et eux, ils ont dit, nous, on veut pas de votre argent. Si vous avez de l'argent, installez vous-même des instances et des versions de ces logiciels sur vos serveurs ou des serveurs que vous allez louer pour justement créer un maillage applicatif et pas avoir des monopoles ou des nouveaux monopoles qui se créent. Ça a été marqué, une petite, ils ont mis noir sur blanc une petite bannière sur leur outil de vidéoconférence. Désolé, mais vous n'êtes pas les bienvenus. Mais pour les raisons, bien sûr, c'est un déchirement pour eux de ne pas pouvoir accueillir tout le monde, mais il y a des raisons pratiques. Ils préfèrent focaliser, bien sûr, leur public. Enfin, ça, c'était dans un premier temps, parce qu'on va voir qu'il y a eu des évolutions depuis. Euh, ouais, Et puis sur eux-mêmes des sont gens qui ne dans... peuvent pas faire autrement, c'est surtout ça. Contrairement à l'éducation nationale, qui, avec les moyens qu'elle a, pourrait largement, ou aurait dû développer des outils nécessaires. C'est vrai que des cours en PDF, ils étaient prêts à envoyer ça à 5 millions de personnes et pas de souci. Bonjour le spam, ban, ça a dû être sympa. Et c'est vrai que du coup, Framasoft a donc ils ont proposé des outils pour montrer que c'était possible. Ils se sont dit, nous, on veut pas être un point centralisateur. Ils ont même commencé à fermer et à projeter la fermeture d'une grande partie des services qu'ils proposent. Et en parallèle, ils ont monté une offre, alors qui est mi-associative, mi-payante, mi-gratuite. Voilà, c'est un mix d'un petit peu tout ça, qui s'appelle Les Chatons. Alors, je vais être incapable de taper l'acronyme là tout de suite Alors, en live. chacun, c'est pour collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. J'avais anticipé, c'était Quel marqué en dessous. Ouais. talent. Et là, Et eh bien, voilà, on obtient une offre qui permet en fait une ouverture, un maillage, voilà, d'opérateurs qui proposent des services libres et chacun peut y adhérer. Et donc, bah, merci Framasoft, bah, déjà pour toutes ces belles initiatives. Et on voit que l'utopie finalement, que tout le monde soit son propre hébergeur, alors c'est une utopie qui n'est pas si vaine parce qu'on voit que finalement le Covid-19, la crise qu'elle a apportée sur les méthodes de travail, sur les besoins en vidéoconférence, en outils collaboratifs à distance, a amené en fait voilà des freins qui ont été trouvés chez Framasoft, un certain nombre d'opérateurs à eux-mêmes commencé à déployer des offres. Et c'est vrai que sur le service de vidéoconférence, donc c'est Gist, Jitsi Meet, ouais, J, qui tourne derrière le Framatalk de chez Framasoft. et ben on a une espèce de petite moulinette qui dit ah voilà il y a trop de monde sur cette instance, je vais vous balancer sur la première qui a un petit peu de disponibilité et qui a voilà cette philosophie de l'ouverture et du maillage et donc de la centralisation qui est à l'œuvre au quotidien. C'est ça, ils ont. Alors, il y a même aujourd'hui, c'est pas. Alors, je me suis demandé si c'était pas un poisson d'avril, parce que ça paraissait trop beau pour être vrai, mais ils ont créé un nouveau site qui s'appelle Entraide Chaton et qui regroupe cette même idée en fait. Au lieu d'arriver sur un service de. Quand on cherche un service Framasoft, que ce soit un pad d'écriture collaborative ou autre, comme ça, on a. Qu'on se connecte directement sur leur instance, on a tout un recueil, que ce soit vidéoconférence, prise de rendez-vous, tableur, partage de fichiers, d'images, etc. Ce site qui regroupe tous ces services-là et qui affiche par défaut, de manière aléatoire, une instance d'un des hébergeurs, un des chatons, du collectif. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment, je pense que ça a propulsé leur idée de déframasoftisation qu'ils avaient prévu et ça a accéléré un petit peu les choses et pour que ça aille dans le bon sens. Donc l'utopie devient réalité, la question est ouverte. L'utopie est en marche. C'est ça. Euh, et c'est vrai que Framasoft également, on vous mettra le lien toujours dans les descriptions, propose également un petit listing d'initiatives autour voilà, des philosophies libres. Ils ont entre autres, par exemple, ouvert un service de prise de rendez-vous pour les médecins. C'est vrai que voilà, en ce moment, c'est plutôt les télé consultations qui sont préconisées. Et bon, le leader du marché, on va pas se cacher, hein, c'est Doctolib. Voilà, ils sont quand même fortement, très fortement implantés. Mais voilà, Framasoft va proposer un équivalent pour aider les médecins dans la prise de rendez-vous avec leurs patients.
Je te propose, Pierre, qu'on aille explorer d'autres horizons dans ce Tout live. à fait. Alors moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est toi qui me l'as montré, j'ai un petit peu creusé tout à l'heure, j'ai trouvé que Ah bon? c'était original. C'est le covidbot.fr. Ah oui. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un cas, un peu un cas d'école dans le monde du logiciel libre. Bon, alors on fera pas ce soir l'exploration profonde des méthodes du financement du logiciel libre. Il y a beaucoup de solutions, ça va du monde associatif à l'entreprise. Il y a un modèle qui est souvent utilisé qu'on appelle l'open core, c'est-à-dire avoir un socle ouvert sur lequel en fait des fonctionnalités privateurs et premium vont être implantées. Et donc il y a un chatbot qui est utilisé donc par, je voudrais pas dire de bêtises, par l'e-santé, donc qui est le service, l'agence numérique en santé du gouvernement français. Ils ont développé un chatbot qui, on va dire, allez, c'est pas vraiment de l'automédication, mais en tout cas, ça peut donner éventuellement des pistes ou répondre à un certain nombre de questions d'angoisse si on est malade ou pas. Et donc ce chat s'appuie donc sur une technologie développée par une société qui s'appelle Clivy.io, donc qui développe un moteur pour créer des chatbots conversationnels en open source et en licence libre, incroyable. Parce que oui, évidemment, alors on a peut-être pas fait tout à l'heure, je sais plus si on l'a dit, mais open source, c'est la Non, on n'a pas faculté parlé. pour un éditeur de montrer le code source de son logiciel, mais il n'est pas obligé, mais on n'est pas forcément dans la possibilité de se l'approprier. Alors que logiciel libre, c'est à la fois open source, on voit le code, mais on a les quatre libertés fondamentales qui sont rattachées. Donc Clivy.io donc propose un outil pour créer des chatbots conversationnels. Ils ont développé un langage simplifié avec voilà, alors, ouais, c'est un peu les utopies du langage naturel. J'écris say deux points, hello, ça s'affiche hello à l'écran. Donc ils ont développé un logiciel pour aider les développeurs de chatbots à créer leur chatbot. Tout ça également en logiciel libre, c'est une licence Apache 2.0 me semble-t-il pour le langage. De son côté, l'Institut Pasteur a développé un algorithme de réponse un peu en mode le livre dont vous êtes le héros pour aiguiller les gens dans les questions qu'ils posent et dans l'ordre Le euh, diagnostic, ouais. et le diagnostic. Très bon mot. On sent que la science est avec nous ce soir. Et du coup, tout ça fusionne autour d'un chatbot qui s'appelle donc Infobot, covidbot.fr. Covidbot. Et voilà, on voit que c'est une accumulation finalement de solutions libres, open source, et également le travail de l'État au travers entre autres de l'Institut Pasteur. Et tout ça est ouvert, et le même algorithme est ouvert sur isanté.fr. Je trouve que c'est vraiment un peu un super cas d'école de fusion de projets qui travaillent ensemble pour obtenir un outil de qualité. Je Bah, vais c'est le sûr dire. que c'est ça qui est super intéressant, c'est pouvoir réutiliser une petite brique qu'on trouve ailleurs pour rajouter par-dessus ses idées. Ça vient créer en fait une sorte de cercle vertueux et ça c'est valable à tous les niveaux. Moi, je pense aussi, je repense au monde de la recherche, c'est tout à fait capital dans le sens où c'est l'accès aux données et aux procédures qui sont décrites, ce qu'on appelle le matériel et méthode classiquement, c'est fondamental pour des raisons de reproductibilité de la science, pour être sûr que si quelqu'un veut répliquer notre expérience, qu'il puisse le faire selon les mêmes conditions, euh, les mêmes outils, et à la fin, qu'on puisse s'assurer que si les résultats sont les mêmes, c'est pas dû à une cause extérieure, mais bien parce que la méthodologie est la même, et donc on peut en tirer des conclusions fiables. Voilà, donc c'est quelque chose qui est valable en science, mais qui permet de créer des cercles vertueux à plein d'autres niveaux en général. Et ça, c'est bien dit, ça. Le côté, euh, le côté collaboratif et vertueux de cet écosystème. Je te propose qu'on s'ouvre un petit peu, qu'on s'éloigne un petit peu finalement des pratiques françaises et qu'on aille explorer le monde.
car nous ne sommes pas un village gaulois isolé, mais tout le monde est un peu également dans le monde sur ces dynamiques-là. Un peu plus tôt, on parlait de Git. Git, donc c'est un système imaginé par Linus Torvald, le papa de Linux. Au début, il codait tout seul dans son coin, et puis un jour, il s'est retrouvé avec 10 000 contributeurs pour son code. C'était un petit peu compliqué à gérer et à faire des versions, des validations des différents bouts de code qui étaient ajoutés. Et donc, il a créé Git, qui est un système qui permet de gérer tout ça au travers des systèmes de branches, des versions, donc des historiques, des systèmes de validation. Et une des plateformes phares de cet écosystème, c'est GitHub, qui a été racheté, oui, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 1 ou 2 ans Microsoft. par Microsoft. Et donc, ils ont fait une liste qu'on va vous partager de projets, d'initiatives, voilà, open source qui tentent à participer à la lutte contre le Covid-19. Alors, hop, j'ouvre le lien en live, je regarde si... Donc c'est vrai qu'on a à la fois des choses pour... Alors c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, enfin très peu, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du jeu de données qui est mis à disposition de l'État. Enfin, non, l'État qui met à disposition un jeu de données, c'est plutôt dans ce sens-là. On n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres États qui le font, il y a l'OMS aussi qui met des jeux de données à dispo. Les jeux de données, c'est bien, les comprendre, les analyser, les voir, leur donner du sens, c'est mieux. Et du coup, on voit déjà pas mal de projets en fait qui visent à faire des cartographies, des schémas, des histogrammes, des diagrammes pour essayer de comprendre la puissance et l'impact fort voilà, de l'épidémie. Donc ça, c'est une des premières catégorisations que propose GitHub dans les projets qui leur sont proposés. Il y a des choses, bon, évidemment, particuliers aussi aux États-Unis parce que voilà, c'est un marché où il y a beaucoup de développeurs, donc évidemment, les développeurs américains aussi s'intéressent pas mal à ce qui se passe sur leur territoire. On a des choses pour chercher également des volontaires. Je crois que tu avais repéré un service qui s'appelle Ouais. crowdfightcovid19.org qui permettent de faire de la mise en relation entre praticiens de santé qui ont un petit peu de temps et initiatives qui auraient besoin de praticiens de santé qui ont un peu de temps. C'est ça? Oui, il me semble. Il me semble, tout à fait. Voilà, GitHub propose aussi donc des choses autour de l'aide au public, donc des choses autour voilà, de la création d'applications scientifiques. C'est vrai que par exemple on peut penser à cette application là qui détecte les cancers par analyse de photos. Vous en avez peut-être entendu parler. Là j'ai pas la news sous la main, mais on a par exemple quelque chose comme ça qui sont se basant sur des radios, sur des scanners, permet de rendre plus rapide l'identification de certaines maladies grâce à l'analyse d'images. Et on voit qu'il y a des choses comme ça qui vont vers le Covid-19. Le Covid-19, une des séquelles qui provoque, c'est des lésions sur l'appareil respiratoire de l'être humain. Et donc c'est vrai que des fois, on va tester des gens qui ont des tests négatifs, mais quand on les passe voilà, sur un IRM, on va voir que c'est voilà, qu'il y a un certain nombre de lésions. Donc au travers souvent de systèmes d'analyse d'image, on peut aider les praticiens à faire des détections beaucoup plus rapides. Ouais. Je viens de tomber sur un autre projet où ils font de la génomique en fait épidémiologique sur toutes les différentes souches de coronavirus et en fait on peut retracer grâce à toutes ces données qui ont été agglomérées le parcours du virus, tout son trajet de propagation avec toutes les données qui ont été mises ensemble. Il y a des petites cartes, des petites animations, c'est très, très bien fait. On mettra bien sûr tous les liens sur le billet récapitulatif à la Et fin. oui, car nous on aime les biais, on est des vieux blogueurs, ça c'est le côté ancien. Tu avais aussi repéré un truc qui était pas mal sur Twitter, le MIT. Oui, le MIT Richard, alors on c'est pense encore à toi, même si tu l'as quitté, MeToo, t'as eu ta peau. qui a mis en place, alors je retrouve ouais, des plans libres. Alors, il n'y a pas cette distinction en anglais avec le free, mais je pense que c'est libre de toute façon. Pour construire des systèmes de ventilation, des ventilateurs d'urgence, on sait que c'est une des inquiétudes qui est le nombre de ventilateurs qui est un facteur limitant
dans la prise en charge. Et donc, par rapport à ça, il propose un modèle pour recréer une sorte oui, de ventilateur avec plein de petits, un assemblage de plein de petites briques. J'ai pas regardé exactement, mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est de. Je crois avoir lu qu'à l'origine, une valve pour respirateur artificiel, c'est à peu près 10 000 dollars. Et que là, bon, elle revient à peine 2 dollars là, avec une imprimante 3D. J'ai vu un projet comme ça aussi en Bretagne, autour de Vannes. Donc, la région de Vannes en Bretagne est un cluster de Covid. Et du coup, voilà, j'ai vu des médecins qui cherchaient voilà, à accéder à des imprimantes 3D pour imprimer des valves de respiration. Je crois qu'aussi il y a des gens qui ont approché le groupe Decathlon Oui, pour leur masque ils ont de mis plongée pour pouvoir y greffer des valves de respiration dessus. c'est ça, oui, sur la partie optique, ils ont bloqué la vente aux particuliers pour la réserver aux professionnels parce qu'il y a des possibilités d'adapter, c'est ça, un petit embout sur le dessus du masque. Donc voilà, d'autres exemples dans le monde des makers, on va dire. 1 euro, voilà. Dans le chat, on nous dit 1 euro, voilà, que la valve coûte 1 euro. Merci Oslem pour cette précision. Elle dit qu'effectivement, en Italie, ils les impriment pour à peu près 1 euro. C'est vrai qu'en Italie, voilà, euh, finalement, bon, ce qu'ont l'air de dire les praticiens, c'est que le nombre de lits en soi, virtuellement, c'est pas tant que c'est un problème, c'est plutôt un pays dans le traitement du Covid, et ça limite ces nombres de respirateurs artificiels. Je crois qu'en France, on a à peu près 20 000, on a encore un peu de marge. Mais c'est vrai que malheureusement, C'est 5000, mais ouais, enfin, peu importe. peut-être. Je- Je pense que ni toi ni moi ne sommes spécialistes de toute façon, donc Malheureusement, non. c'est pas l'objet. Ouais. Et du coup, qu'en Italie, ils ont éclaté complètement leur. Coucou OZM, encore. Voilà que en Italie, ils ont éclaté malheureusement, voilà, tous leurs respirateurs sont en fonctionnement, donc ils sont obligés de ventiler les gens à la main. C'est vrai que s'ils peuvent imprimer voilà, des valves pour respirer, ouais, ça va vraiment sauver des vies et on voit, voilà, on voit tout l'importance de ce genre de démarche. Moi, je me rappelle voilà, par exemple, en Bretagne, à Rennes, moi, je suis breton, j'aime Rennes, voilà, petite publicité régionaliste. Pas grave. Voilà, on a des gens qui s'étaient mis il y a déjà 5 ans avec les premières imprimantes 3D, à imprimer des mains artificielles hein, pour des gens qui étaient handicapés, à libérer les plans d'impression et du coup, ça, il y a des gens qui n'auraient jamais pu accéder à une prothèse, même primaire, alors une prothèse de qualité, n'en parlons pas, qui finalement ont pu s'équiper avec des choses ouais, tout à fait performantes. Je propose qu'on aille, voilà, qu'on aille vers la fin de ce live, cher Pierre. Oui, ça commence à faire un petit moment. Alors, c'est vrai que vous verrez dans le billet, j'ai listé voilà, un petit billet bonus avec voilà, vous êtes peut-être en télétravail, vous cherchez peut-être à peaufiner votre setup de télétravailleur. Voilà, il y a quelques liens vers des logiciels libres. Il y en a que moi que j'affectionne beaucoup. Ça, c'est à cause de Pierre. C'est encore une fois, voilà, j'ai sombré. Un jour, j'ai découvert Markdown à cause de lui, qui est un petit langage de. Est-ce que c'est un langage? Je sais pas comment. Une manière Formatation de d'écrire. texte. Ouais. Voilà. Donc ça permet d'oublier que Word existe. Word, ça fait très très longtemps que j'ai pas ouvert. Encore moins OpenOffice que je déteste, hein, sachez-le. J'aime beaucoup les produits libres, mais OpenOffice, vraiment, je fais un ulcère devant. Parce que tu n'utilises pas LibreOffice, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà, moi, du coup, il y a un logiciel de prise de notes que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Joplin. Voilà, bon, il y a encore un petit effort d'ergonomie à faire, mais voilà, je trouve que c'est très sympa et ça permet aussi de synchroniser sur beaucoup de services. Et on n'est pas dépendant d'une solution de synchronisation, et ça, je trouve ça très bien. Voilà, c'est un vieux système de synchro qui s'appelle WebDAV. C'est derrière plein de technologies que vous utilisez au quotidien. Euh, Calendrier. voilà, les calendriers. Je pense que même Facebook sur lequel nous sommes aujourd'hui utilise à gogo ce genre de choses. C'est vrai que j'avais pensé en début de ce live, mais j'ai oublié. Tiens, je regarderai s'il y a ça, s'il y a de la doc sur les architectures, par exemple, des GAFAM. Parce que je pense que un produit comme Facebook utilise et regorge de briques de logiciels libres de façon incroyable, que ce soit sur les langages ou sur les parties serveurs.
et finalement pour proposer un produit tout à fait privateur, fermé, qui veulent nous donner. C'est incroyable. Bienvenue, c'est un Eh live bien, on est logiciel libre là sur en Facebook. live depuis Facebook. On n'est pas à C'est tout à fait une cohérent, incohérence ne près. vous inquiétez pas. Et voilà, au-delà de ce lien, je tenais à préciser que dès à présent, il est 19h, quasiment 10, au moment où nous enregistrons ce live. Il y a un certain nombre de maisons de la Cité internationale qui proposent le fameux Artopolis, donc tous les premiers mercredis du mois. Les maisons qui proposent des expos organisent un vernissage tout ensemble. Et donc ils le font de façon virtuelle, vu le confinement qui a imposé un petit peu à tout le monde. Et donc je vous laisserai découvrir les différentes expositions qui sont présentées sur le campus, en espérant que nous pourrons les découvrir de visu lors du déconfinement. Je sais pas si on peut faire, on aurait dû faire ça peut-être une soirée au pronostic de déconfinement, Pierre. Je pense qu'il y a un gros potentiel. On a le temps d'en discuter encore, je pense. Voilà, moi je propose une soirée Raoult et déconfinement. Je pense que il peut y avoir du débat. Ouh là là, j'ai très peur. Bon, en tout cas, merci encore beaucoup d'être passé par là, Pierre, d'avoir pris ce temps. Merci à Léopold aussi qui nous précise que Spotify et Facebook utilisent voilà, des morceaux libres. Léopold, qui n'est pas n'importe qui est quand même le fondateur de cette page Facebook avec ses Cité Talks, qui était à l'époque IRL dans les maisons, donc des cycles de conférences multithématiques. Une soirée d'ailleurs, moi vraiment une soirée qui m'avait marqué, voilà, on parlait comme un vieux. C'est une soirée à la Maison de l'Île-de-France autour de l'écologie. J'avais trouvé que vraiment les conférences étaient d'une qualité assez incroyable. Pierre d'ailleurs était par là, à la technique son, dans mes souvenirs. Tout à fait. Voilà, les bonnes équipes sont toujours par là. L'OSEM nous demande c'est quand le prochain Cité Talk. Donc on a deux prochaines versions qui viennent. On a lundi un Cité Talk, sa cuisine à la cité. Voilà, je vous en dis pas plus. On a un petit concept original qui est monté par le bureau des résidents avec Sabrina en tête qui nous prépare quelque chose d'un peu interactif sur la cuisine dans vos chambres. Voilà, des recettes rapides, bonnes, simples avec des produits du quotidien. Et puis la prochaine, on va dire conférence, débat, c'est mardi soir, mardi 7, avec Kartik. Kartik aussi qui a fait monter de nombreux projets à la cité et avec qui on parlera d'entrepreneuriat. Pour les non-francophones, vous avez de la chance, ça sera en anglais et ça enverra aussi des paillettes. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder le replay. Nous enlèverons les petits temps d'attente au début. Merci beaucoup Pierre. On te laisse Merci à toi, retourner au Tanguy. doux monde de la science et du logiciel libre. Et on se dit à bientôt sur les internets, comme on dit avec un Z pour la transition et un S parce que les internets sont multiples. Ce n'est pas un réseau fermé. Magnifique mot pour la fin. Merci.